Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien de votre côté. Et donc, ravi de savoir qu'il y a déjà du monde présent pour cette présentation. C'est un thème assez intéressant, assez original. On n'a pas l'habitude, professeur Diatewa, on n'a pas l'habitude d'avoir des thèmes aussi réalistes que le vôtre. Et donc, welcome à tous ceux qui se connectent à l'instant. Nous allons sans plus tarder parler de cette thématique qui nous réunit cet après-midi. Le titre de cette thématique est la technologie, quelle est la technologie low cost qu'on peut utiliser chez les malades pour diagnostiquer l'épilepsie. Et comme je vous disais, c'est un thème très intéressant, assez novateur, qui nous a été proposé par le professeur Diatewa. Qui est le professeur Josier Diatewa? Il est neurologue d'origine congolaise. Il est maître de conférence, agrégé de la faculté de sciences et de santé de l'université Marien Ngouabi à Brazzaville. Il est praticien au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Il est spécialisé dans la prise en charge de l'épilepsie et des pathologies neurologiques en contexte de ressources limitées. Son activité scientifique et clinique est centrée sur l'épilepsie en Afrique, incluant le diagnostic, l'accès au traitement et également les dimensions sociales et éducatives de cette maladie. Il possède une expertise neurophysiologique clinique, notamment en EEG, électroencéphalogramme, et en électromyogramme. Également, il a fait plusieurs travaux et il a également une expertise en épidémiologie appliquée. Il est auteur de nombreuses publications internationales et il est activement impliqué dans la formation médicale et la diffusion des connaissances en neurologie dans le continent africain. Il est secrétaire général de la Société congolaise contre l'épilepsie et il contribue à l'initiative de sensibilisation, de réduction de stigma et d'amélioration de l'accès aux soins en lien avec les priorités de la Ligue internationale de lutte contre l'épilepsie. Et donc, sur ce, nous n'allons plus traîner. Nous allons donc aborder ce thème très intéressant qui est donc celui de connaître cette technologie low cost qu'on peut faire pour diagnostiquer l'épilepsie chez les malades dans notre contexte africain, comme nous le savons, qui n'est pas souvent très aisé. Celle qui vous parle, c'est votre humble servitrice, Dr Mélanie Annick Maniero. Je suis neurologue à Douala, au Cameroun. Donc, professeur Diatewa, si vous êtes en ligne, Merci, docteur Magno. Bonsoir à tout le monde. bonsoir. Donc, je vous ai présenté, vous avez un thème que vous allez nous présenter à l'instant. Et ce que j'aimerais dire à tous ceux qui sont connectés, si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. Donc, il y a les numéros qui s'affichent, il y a le chat qui est ouvert. Posez toutes vos questions et à la fin de la présentation, on reviendra sur toutes ces questions pour répondre à celles-là. OK, donc, professeur Diatewa, vous avez la parole. Merci, docteur Maniero. Alors, mesdames et messieurs, les participants à ce webinaire, chers collègues, mais aussi des autres participants qui ne sont pas forcément de la profession médicale, je vous remercie donc pour votre présence. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est particulièrement important dans notre contexte de pratique, à savoir les technologies à faible coût pour le diagnostic de l'épilepsie. Mon objectif ici, il est simple, c'est de vous montrer comment améliorer le diagnostic, même en l'absence de moyens diagnostiques sophistiqués. Alors, l'épilepsie concerne environ 50 millions de personnes dans le monde. Parmi elles, près de 80% vivent dans des pays à ressources limitées, notamment en Afrique. Et ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que 75 à 80% des patients ne reçoivent pas de traitement approprié. Cela ne reflète pas seulement un problème thérapeutique, mais aussi un problème fondamental de diagnostic. Ainsi, pour aborder cette problématique, je vais structurer cette présentation en quatre parties. D'abord, les limites du diagnostic, ensuite les contraintes structurelles, puis les solutions à faible coût et enfin, un modèle intégré de prise en charge. Permettez-moi d'illustrer cette problématique par un cas qui est concret. Il s'agit en réalité d'un enfant de 9 ans, vivant en zone urbaine, qui présente des épisodes de perte de connaissance avec des mouvements dits anormaux rapportés par la famille. Aucun électroencéphalogramme, qu'on abrège EEG, n'a été réalisé, et la famille évoque une origine mystique et consulte un praticien.
car ce que la famille voit, c'est plutôt une personne qui tombe, qui se raidit, puis qui tremble. Le tournant survient lorsqu'un proche filme une crise avec un smartphone. Cette vidéo a donc permis aux médecins d'identifier une crise tonico-clonique généralisée. Le diagnostic est à ce moment posé, sans pour autant avoir recours à l'électroencéphalogramme, ni encore moins à l'imagerie. Vous remarquerez donc que ce cas illustre une réalité qui est essentielle. C'est que le premier outil diagnostique en Afrique n'est pas technologique, il est clinique et contextuel. En théorie, le diagnostic repose sur l'électroencéphalogramme, l'imagerie et l'expertise spécialisée. Mais dans la pratique, notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne, ces outils sont souvent indisponibles ou limités. Et même lorsqu'ils sont disponibles, leurs performances sont imparfaites. Et l'électroencéphalogramme, notamment intercritique, a une sensibilité qui, dans ce cas de figure, devient limitée, qui varie entre 29 et 55%. Ainsi, la clinique devient dans ce contexte central. Elle constitue le premier outil diagnostique. Ces difficultés s'expliquent par plusieurs types de contraintes. D'abord, les contraintes d'ordre médical, avec une pénurie de neurologues et un accès limité aux spécialistes dans la prise en charge de l'épilepsie. Ensuite, les contraintes structurelles, notamment l'inaccessibilité des équipements et le coût des examens. Enfin, les contraintes socioculturelles avec la stigmatisation et les croyances mystiques. Ces trois dimensions interagissent et amplifient le retard diagnostique. Dans ce contexte, l'approche low cost prend tout son sens. Elle repose sur trois principes: la simplicité, l'accessibilité et l'efficience. Il est important de préciser que low cost ici ne signifie pas médecine de moindre qualité. Il s'agit plutôt d'une médecine adaptée, pragmatique et efficace. Le premier outil dont nous allons parler est la vidéo smartphone. Elle permet d'observer les crises réelles, d'analyser la sémiologie, c'est-à-dire décrire la crise, le type de mouvement, leur topographie, c'est-à-dire leur localisation, leur symétrie, la durée, l'altération de la conscience et la phase post-critique. Mais pour être utile, la vidéo doit être réalisée dans de bonnes conditions. Idéalement, ce que l'on recommande, c'est qu'il faut filmer le début de la crise, si possible le visage et les membres, sans interrompre la sécurité du patient. Le patient, lorsqu'il doit être filmé, il doit être posé dans mis dans une position sécurisée et l'encoudrage doit éviter toute intervention dangereuse. Il est important aussi de ne pas maintenir le patient, de ne rien introduire dans sa bouche et de laisser la crise évoluer naturellement. Après la crise, la vidéo peut se poursuivre quelques secondes pour documenter la phase post-critique, pour rechercher s'il y a une confusion, une somnolence ou s'il y a une récupération. Les données de cette vidéo sont particulièrement intéressantes parce que lorsqu'elles sont associées à une histoire que l'on appelle chez nous l'anamnèse structurée, la vidéo atteint donc une sensibilité diagnostique qui est proche de 95% contre seulement 29 à 55% pour l'EEG intercritique. Cela permet donc profondément, Cela remet profondément en question donc notre hiérarchie des outils. Dans ce contexte, la vidéo n'est pas un outil qui est dit accessoire, c'est souvent le premier examen complémentaire disponible. Aujourd'hui, presque tout le monde a un téléphone. Cela transforme donc chaque proche en un acteur diagnostique en ce qui concerne l'épilepsie. Le second outil concerne les électroencéphalogrammes portables qui permettent donc de décentraliser le diagnostic. Ils offrent la possibilité d'enregistrer des tracés en dehors des centres spécialisés, notamment en périphérie ou en zone rurale, et de les interpréter à distance grâce à la télémédecine. En pratique, ils sont particulièrement utiles dans des situations simples, comme par exemple la suspicion d'une crise généralisée, le suivi d'un patient qui est déjà diagnostiqué ou pour la confirmation d'un diagnostic clinique. Ils permettent donc d'améliorer la qualité diagnostique et surtout de réduire les inégalités d'accès aux soins. Cependant, ces outils présentent des limites importantes. Le nombre d'électrodes est souvent réduit, ce qui diminue la sensibilité avec un risque de faux négatif. De plus, leur efficacité dépend fortement de l'organisation du système de santé et de la disponibilité d'une expertise pour interpréter ces tracés. Il est donc essentiel de comprendre qu'un électroencéphalogramme portable normal n'élimine pas une épilepsie. Malgré ces limites, leur valeur diagnostique reste significative lorsqu'ils sont utilisés dans un contexte qui est dit adapté
et intégrés dans une démarche clinique qui est structurée. Par la suite, les algorithmes cliniques, eux, jouent un rôle central dans le diagnostic de l'épilepsie. Ils reposent sur trois étapes simples: identifier, caractériser et décider. Nous parlons ici d'abord des crises, parce que pour parler de l'épilepsie, il faut d'abord connaître les crises et c'est la récurrence de ces crises qui définissent l'épilepsie. Par identifier, nous entendons par là reconnaître qu'il s'agit probablement d'une crise. Et cela repose sur des éléments clés tels que la perte de connaissance, des mouvements anormaux à décrire qui sont de début et fin brutal, et avec l'existence d'une phase qui est post-critique. Le second élément consiste à caractériser. C'est préciser ici le type de crise. Est-ce qu'il s'agit d'une crise qui est dite généralisée ou focale? Est-ce qu'il y a une asymétrie des mouvements? Est-ce que le regard est dévié? Est-ce qu'il y a une automatisation? Tous ces éléments orientent déjà le diagnostic étiologique. Enfin, le troisième élément de l'algorithme, c'est de décider. Et c'est ici de déterminer la conduite à tenir. On peut initier un traitement. Est-ce qu'il faut demander un EEG? Est-ce qu'il faut référer à un spécialiste? Voilà les questions que se posent lorsque l'on est face à un algorithme. Donc, ces algorithmes permettent enfin de structurer le raisonnement. Ils permettent de réduire les erreurs diagnostiques et d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles. Car en poursuivant ces algorithmes, on dit souvent que nous parlons le même langage. Mais l'efficacité de ces algorithmes dépend fortement d'un élément fondamental. C'est la qualité de l'interrogatoire. Sans un interrogatoire précis, l'algorithme va perdre toute sa valeur. Par ailleurs, il présente des limites, celles qui sont moins performantes lorsqu'on est en face des formes atypiques de crise, dans les crises qui sont non épileptiques ou dans certaines épilepsies focales qui sont complexes. Il est donc important de comprendre que l'algorithme ne remplace pas le clinicien. Il structure son raisonnement. L'imagerie reste importante, mais doit être utilisée de manière ciblée. L'imagerie par résonance magnétique, que l'on abrège en IRM, reste l'examen de référence, mais souvent il est inaccessible dans nos contrées. Et dans ce cas de figure, la tomodensitométrie, que l'on appelle souvent scanner, constitue une alternative utile. Elle est indiquée en cas de signes d'alerte tels que le début tardif, le déficit focal, lorsqu'on est en phase d'un traumatisme crânien ou une suspicion d'infection. Et surtout, l'absence d'imagerie ne doit pas retarder le traitement. Alors, concernant l'intelligence artificielle, elle offre des perspectives qui sont intéressantes, mais elle reste peu accessible en Afrique. Elle constitue aujourd'hui une perspective plus qu'une solution opérationnelle. Donc, l'ensemble de tous ces outils que nous venons de voir permet donc de proposer un modèle qui est dit intégré à trois niveaux. Le premier, c'est le niveau communautaire où les familles et les agents de santé observent les événements, sont invités à filmer, parfois même à décrire et à alerter, c'est-à-dire venir rapporter l'événement qu'ils ont eu lorsqu'ils viennent en consultation. Le second niveau est le niveau périphérique, où les professionnels, eux, utilisent des algorithmes et des électroencéphalogrammes portables pour décider, traiter ou encore référer. Et enfin, le dernier niveau, c'est le niveau central, qui est constitué par les spécialistes dans la prise en charge de l'épilepsie, qui, eux, se chargent de confirmer et optimiser la prise en charge qui a pu être initiée au niveau périphérique. Vous comprenez donc que le niveau périphérique est le pivot décisionnel de ce système. La prise en charge ne repose pas uniquement sur la technologie, comme on vient de le montrer. Elle repose aussi sur des actions concrètes de santé publique. Ainsi, former les familles à reconnaître une crise, appliquer les gestes de sécurité et filmer lorsque c'est possible, voilà le premier maillon au niveau de la famille. Mais il faut aussi former les soignants à utiliser ces algorithmes et à prendre des décisions adaptées. Ces algorithmes qui sont, dans la plupart des cas, développés dans chaque pays ou au niveau de chaque unité de recherche, au niveau de chaque unité de prise en charge d'épilepsie. Enfin, au niveau de la société, les actions à mener consistent donc à réduire la stigmatisation et à organiser les circuits de référence avec les agents de santé. Donc, le diagnostic de l'épilepsie, au vu de tout ça, commence souvent avant l'hôpital. En résumé, le diagnostic repose sur quatre piliers simples: la vidéo smartphone, les EEG portables, la télémédecine et les algorithmes cliniques.
Ces outils sont complémentaires. Ils ne doivent pas être pris individuellement et ils vont permettre une prise en charge qui est plus ou moins structurée. Pour terminer, nous dirons que le diagnostic de l'épilepsie doit être pragmatique, c'est-à-dire adapté au terrain. Il doit être intégré aux réalités de nos pratiques courantes, mais aussi en tenant compte de contextes culturels et économiques en place. Le faible coût de ces outils n'est pas une contrainte, mais il constitue plutôt une opportunité d'innovation. Ainsi donc, mieux diagnostiquer, même avec peu de moyens, c'est déjà mieux traité. Je vous remercie donc pour votre attention et je tiens également à remercier l'équipe de la Société congolaise contre l'épilepsie pour son engagement dans l'amélioration de la prise en charge de l'épilepsie dans notre contexte. Je vous remercie. Merci. Merci, professeur, pour cette présentation. C'était très édifiant. Il y avait plusieurs points qui sont ressortis. Et donc, comme je n'ai pas encore de questions dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et donc, moi, je vais peut-être ouvrir le bal des questions. Professeur, je suis sûre qu'il y a un de mes patients qui me demanderait, mais docteur, il me faut avoir un téléphone spécial pour filmer les malades ou pas? Qu'est-ce que vous lui répondrez? Alors, il n'y a pas besoin d'un téléphone spécial pour filmer les malades. Tous nos smartphones permettent de filmer. C'est vrai qu'en fonction de la qualité du téléphone, il est parfois difficile d'avoir des bonnes images, mais je pense qu'avec n'importe quel téléphone, on peut au moins arriver à voir de façon grossière les principales manifestations. Donc, quel que soit le smartphone, je pense qu'il faut y aller. Et du coup, il me demanderait peut-être, euh, est-ce que, voilà, les malades, ils ont souvent plusieurs épisodes. Donc, je pense qu'ils devraient filmer le maximum d'épisodes ou bien ils devraient se limiter en quelques deux, trois, je sais pas. Qu'est-ce que vous les conseillez? Ils vous diront, mon enfant fait 10 crises par jour. Est-ce qu'ils devraient filmer les 10 crises ou pas? Je pense que ça c'est de filmer les 10 crises, si le type de crise, mais sinon, l'idéal, c'est de filmer au moins 2 crises. Parce que peut-être que la première fois qu'ils ont filmé la crise, on n'a pas pu filmer le début ou la fin, mais au moins le fait d'avoir filmé une deuxième fois, on a plus de chances qu'ils oublient de filmer soit le début, soit la fin. Ils vont en général filmer tout le déroulé de la crise. Et donc l'idéal, c'est de filmer au moins 2 crises. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont connectées. N'hésitez pas à poser des questions. Vous les écrivez dans le chat en bas et on va les rapporter à professeur Diatewa. J'ai vu que vous avez également parlé de cet aspect de la stigmatisation qui est je veux dire, c'est un sujet assez, c'est une pathologie avec beaucoup de tabous. Quel est votre, je vais dire, sortir les malades, non, quel est le conseil? Certaines personnes à l'état de leur enfant, ils ont du mal à filmer. Quel est votre point de vue? Comment conseiller au mieux ces patients, ces familles pour aller au-delà de la crise et pouvoir sereinement prendre la photo? Et vous l'avez dit tantôt, hein, il faut filmer et le visage et le membre, et les membres. Alors, déjà, c'est vrai que l'épilepsie reste une maladie qui est stigmatisante, mais le but de la vidéo smartphone, c'est de permettre aux médecins ou à l'agent de santé qui va consulter la personne épileptique d'être sûr du type de crise et que ce que peut rapporter le parent. C'est important, en fait, c'est d'essayer de faire comprendre à l'entourage, à la famille, que le but n'est pas d'exposer la personne, ni non plus de vouloir mettre cette vidéo sur les réseaux sociaux à tout bout de champ. Non, c'est pas ça le but. Il faut juste leur dire que ça nous permettrait d'être sûr du type de crise et de pouvoir poser le bon diagnostic. Ainsi, pour leur dire souvent, étant donné que ça fait peur, il y a beaucoup de croyances autour, le premier réflexe, ça sera de ne pas vouloir filmer. On se dit, j'ai peur, je vais prier ou je vais emmener. Mais il faut expliquer donc aux patients déjà la durée de la crise en elle-même. Elle dure en général 2 à 3 minutes, pas plus. Sauf si c'est un état de mal.
Et donc, déjà dire à la famille ou à l'entourage que lorsque vous voyez une première crise, mettez d'abord la personne en position latérale de sécurité, écartez tout ce qui est dangereux, filmez pour nous permettre, nous, d'ajuster. Je pense que là, ils adhèrent plus facilement au diagnostic et donc on a un peu moins ce côté stigmatisant. Mais toujours expliquer et rappeler à la famille qu'une fois que vous avez filmé, vous nous la montrez ou vous nous envoyez la vidéo le jour de l'examen, ben, on peut la supprimer pour ne pas avoir, parce que la protection des données, comme on dit, n'est pas encore maximale dans beaucoup de pays en voie de développement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et donc, professeur Diatewa, j'ai encore une petite question. Qu'est-ce qu'on Mhm. peut conseiller également par rapport au centre? On voit que de plus en plus, il y a beaucoup de centres ou bien de personnes peut-être pas très bien. Peut-être l'IA, la place de l'IA. Je veux dire, parfois, on a des malades qui nous viennent avec des informations disant, ah, j'ai peut-être trouvé, peut-être ils ont trouvé des algorithmes, ou bien ils ont filmé leur image, ils ont mis sur Internet, ou bien sur un truc, et la personne qui leur répond de l'autre côté leur dit, ça, c'est une crise. Comment faire attention à cette déviance-là dans le diagnostic de l'épilepsie? Parce que vous en avez parlé également, mais je pense qu'on aura de plus en plus d'autres personnes autres que des neurologues qui feront ce diagnostic. Comment éviter d'avoir le mauvais diagnostic avec l'aide de l'IA? Merci. Alors, ça, c'est une très belle question parce que c'est vraiment un sujet qui est novateur. En ce qui concerne l'IA, actuellement, les gens ont tendance à plus utiliser ChatGPT, si je prends l'exemple des pays en voie de développement, à utiliser ChatGPT. Seulement, l'algorithme pour la reconnaissance des crises n'est pas encore, on va dire, très utilisé chez nous, ou même utilisé. Ce qui fait qu'on a beaucoup plus de chances de passer à côté d'une crise parce que, comme j'ai tendance à dire, votre IA est à votre image. Il y a des algorithmes, certes, pour essayer de reconnaître certains éléments, avoir certaines informations, mais si votre intelligence artificielle que vous utilisez au quotidien n'est pas paramétrée ou n'a pas toutes ces notions, n'est pas habituée à avoir ce genre d'informations à analyser, forcément, il y aura des erreurs. Donc, l'idéal, ce n'est pas pour l'instant de se fier, dans notre contexte à nous, de se fier sur la description à 100% de ce que dit l'intelligence artificielle, de la noter, mais le plus important, c'est toujours filmer et ramener auprès du praticien. Parce que comme on dit, tous ces logiciels, tout ce que l'on a ne remplaceront pas le praticien parce que c'est lui qui analyse, c'est lui qui a appris à reconnaître toutes ces crises, qui va peut-être mieux le faire. Donc, une fois que ces algorithmes plus avancés seront disponibles ici, quoique ça reste toujours des essais qui sont encore en cours partout dans le monde, peut-être qu'on aura une description un peu plus proche de celle que voient les professionnels dans la reconnaissance de l'épilepsie. Professeur, donc je vois qu'il y a des questions dans le chat. Il y a Adama qui a posé la question de savoir, souvent les parents paniquent jusqu'à ce qu'ils oublient de filmer. Je pense que vous avez un peu abordé la question dans ce sens. Je sais pas, peut-être vous voulez ajouter quelque chose pour Adama qui disait parfois les parents paniquent au point d'oublier de filmer. Et quel conseil vous donneriez à Adama par rapport à cette question? Alors, c'est vrai que beaucoup de parents dans la panique oublient de filmer. C'est que les prochaines fois qu'ils vont venir, il faudrait à ce moment les rassurer. Une des choses qui rassure souvent les parents, c'est une fois que parfois ils ont été mis sous traitement sur la base de l'interrogatoire et de tous les éléments que l'on a, on peut se dire qu'il s'agit probablement d'une crise. Dans certains cas de figure, soit on a mis une benzodiazépine ou pour certains, on a déjà mis un traitement antiépileptique. Une fois qu'ils ont une première prise en charge, les parents se sentent un peu rassurés. C'est dans ce contexte qu'il faut déjà les mettre en confiance et par la suite leur dire, oui, on sait que ça fait peur, mais essayez à ce moment, pour celui qui est à côté, de filmer la crise, s'ils sont par exemple au nombre de deux. L'autre se charge de mettre le patient en position de sécurité et l'autre d'essayer de filmer autant que possible. Mais il faut d'abord vraiment les mettre en confiance avant pour les crises qui vont peut-être arriver par la suite. On ne souhaite pas que ça revienne, que ce soit déséquilibré.
Mais pour les crises qui vont venir, il faudrait les inciter à fumer, mais en les mettant en confiance en amont, en essayant de travailler sur le psychologique, mais en essayant aussi de mettre un médicament pour essayer de maîtriser les crises. Soit juste une benzodiazépine, ou soit le traitement antiépileptique. Ça dépend du contexte dans lequel vous vous trouvez, si vous avez confirmé une épilepsie ou si vous avez simplement un doute. Ok, merci pour cette réponse. J'espère que Adama a compris. Nous avons également Roberto Amando qui demande comment parler de l'épilepsie à l'école primaire. Donc, la définition pour un public peu averti, notamment dans une école primaire. Alors, les exemples peuvent être nombreux, mais ça dépend aussi du contexte dans lequel vous vous trouvez. Si je prends l'exemple de ce que nous avons fait, par exemple, comme campagne de sensibilisation dans les écoles, la première des choses, c'est essayer d'adapter d'abord la définition elle-même de l'épilepsie au niveau intellectuel de ces enfants. Pour ainsi dire, si je prends un exemple, on parlera, je prends l'exemple, par exemple, du court-circuit. On va dire chacun a son exemple, mais je peux dire que c'est comme un court-circuit. Comme de l'électricité dans le corps, il peut arriver que la décharge électrique soit trop forte ou qu'elle soit trop faible pour pouvoir avoir de la lumière ou elle est trop forte au point de faire griller une ampoule. Et l'épilepsie, c'est exactement comme le problème du circuit électrique. S'il y a ce déséquilibre qui est, qui va dans le sens d'un excès de courant, ben, l'ampoule a tendance à clignoter et si elle chauffe, elle peut éclater. À l'inverse, si l'électricité n'est pas assez forte, il n'y aura pas de lumière. Donc, on n'a pas forcément de crise épileptique. Si on peut l'expliquer simplement et en disant que c'est un phénomène qui arrive en quelques minutes, ça commence brutalement et ça s'arrête brutalement, comme lorsque j'allume un interrupteur et je l'éteins, ça fait tic-tac, tic-tac. Un enfant peut le comprendre, mais je pense que chacun peut l'adapter à son contexte et en fonction des enfants qu'il voit souvent et des exemples les plus simples qu'il faut prendre, en fait. Ok, merci pour cet exemple très électrique. J'espère que les auditeurs ou bien tous ceux qui sont connectés ont compris. C'est vraiment la définition, c'est vraiment l'explication la plus simple qu'on puisse vous donner. Et donc, je vais continuer avec des questions. Il y a Safa Alaoui qui dit que si on a assisté à une crise épileptique avec un EEG normal, est-ce qu'on a le droit de demander le protocole du traitement de l'épilepsie sans confirmation paraclinique? Pardon. Lorsqu'on est en face d'un crise, d'un mouvement, alors, lorsque l'on est en face, en fait, comme on dit, le diagnostic de l'épilepsie ne se fait pas forcément à l'EEG. Parce qu'un EEG peut être normal. La- Dire qu'il s'agit d'une épilepsie, c'est avant tout clinique. Comme on dit, c'est la récurrence d'au moins deux crises espacées de 24 heures, ou encore si on a une crise dans un contexte particulier, dans des syndromes bien particuliers. Ce qui veut dire que si vous avez déjà deux événements que vous rattachés réellement à des crises épileptiques qui sont espacées de plus de 24 heures, on peut dire qu'il s'agit d'une épilepsie. Et même si l'électroencéphalogramme est normal, parce que dans la plupart des cas, l'EEG est fait en intercritique et souvent à distance de la crise qui peut être normale. Ça n'exclut pas que nous sommes en face d'une épilepsie et donc vous pouvez traiter la personne. Donc on ne va pas forcément attendre l'EEG pour le traiter. Non, pas du tout. Donc, il y a Bélone Sandé qui vous remercie déjà pour la très belle présentation. Et il dit que c'est effectivement une thématique très édifiante qui cible toutes les couches de société. Et il voulait savoir si si les EEG portatifs pouvaient être manipulés au niveau communautaire et si oui, de quelle façon? Alors, les EEG peuvent être utilisés au niveau communautaire, mais il faudrait que les techniciens soient formés. Il faudrait que des neurologues ou des épileptologues qui peuvent être des pédiatres, qui sont spécialisés, qui sont neurophysiologistes, forment des techniciens pour la réalisation de ces EEG. Ça veut dire que ces agents communautaires deviennent à ce moment des techniciens d'EEG et c'est eux qui sont censés aller réaliser ces EEG. Ça peut être au domicile d'un patient, ça peut être dans une structure de santé, ça peut être n'importe où parce que c'est portatif.
Mais la condition sine qua non, il faut former au maximum les relais communautaires pour essayer de réduire cet effet de diagnostic gap, en fait. Parce qu'on n'arrive pas à poser les diagnostics à temps en raison de l'EG qui parfois peut être en retard, parfois on n'arrive pas à voir les crises. Mais si au moins on peut arriver à faire des EEG, bah, autant former les relais communautaires pour pouvoir le faire. Ne pas seulement se dire qu'il faut que ça se retrouve dans des centres de santé, même si c'est d'abord au niveau périphérique que l'on va plus retrouver ça. Quand je dis niveau périphérique, c'est dans les soins de santé primaires ou secondaires que l'on va retrouver des EEG, mais l'objectif, c'est celui-là, essayer d'aller jusqu'au niveau communautaire, mais à travers les relais communautaires, les agents communautaires, pas toute la population. Il faut vraiment former des techniciens adaptés. Merci encore pour ces réponses. J'ai vu une question de Dominique Nguyen. Il demande comment encadrer de manière éthique la pratique de filmer les crises, notamment chez l'enfant, pour éviter les dérives sur les réseaux sociaux. Et quels sont les messages simples que vous recommanderez de transmettre au grand public pour améliorer la connaissance, la reconnaissance précoce de ces crises? Donc, comment encadrer le côté éthique de filmer ces enfants ou ces personnes pour ne pas que ces photos, ces vidéos se retrouvent sur les réseaux sociaux? Alors, la gestion des données informatiques, données médicales font l'objet d'un grand débat encore jusqu'à aujourd'hui parce que la protection des données n'a pas encore, dans certains pays, par exemple comme le nôtre, n'a pas encore de loi établie sur cette protection des données, en particulier les données médicales et numériques. Donc, la première des choses, je pense qu'il faudrait que ces lois soient mises en place pour pouvoir protéger de la divulgation de ces données. Mais en attendant que ces lois soient promulguées, on va plutôt, de façon pragmatique, faire appel au bon sens et on va dire, le côté humain et le côté sociable, aussi bien du praticien que de la famille, pour leur dire que l'objectif de ces vidéos c'est vraiment pour nous aider à décrire en fait l'événement pour que nous ne passons pas à côté d'une crise qui est dite une crise non épileptique. Raison pour laquelle il faut essayer de les prendre dans ce sens en attendant que les lois soient établies. Mais normalement, la meilleure protection, c'est établir des lois, comme ça commence à être fait dans beaucoup d'autres pays pour la protection des données. Ok, merci pour cette réponse également. Et donc, il y a Edgar Mwanza qui demande quelles solutions locaux sont vraiment applicables et durables dans notre contexte local. Faut-il se fier à l'usage de cette technologie qui se présente comme une opportunité ou faire recours à d'autres solutions simples, sachant que le problème même du diagnostic est encore tabou dans certaines de nos contrées? Alors, c'est vrai que le diagnostic reste encore difficile, mais je pense que dire qu'il y a une solution low cost, c'est pas vrai, c'est pas possible. En fait, toutes les solutions qu'on essaie de proposer doivent agir en synergie. Parce que on peut faire confiance à toutes ces technologies, mais le principal outil low cost restera d'abord la clinique, restera ce que nous on a vu, restera cette description qu'on aura faite. C'est ça le principal outil que l'on a. Mais par la suite, tous les autres outils qui ont été cités doivent en fait renforcer en fait la description clinique qui a été faite, des connaissances faites par les spécialistes de l'épilepsie. Notamment la vidéo te permet d'avoir une meilleure description. Le G pour pouvoir aller voir, parce qu'il peut avoir, je prends un exemple, juste une confusion, un syndrome confusionnel. Vous posez la question, mais est-ce que c'est critique, pas critique? À ce moment, c'est l'électroencéphalogramme qui va nous aider parce que aussi bien la vidéo que la description de la personne, tu dis que bah, il n'est pas conscient ou il est confus. Donc, synergie ensemble qui va nous aider. Mais même avec cette description de la sémiologie haute, il faut savoir, est-ce que pour autant, tu m'as décrit une crise, ça veut dire qu'il est épileptique? Raison pour laquelle il faut toujours se référer à des algorithmes, surtout dans notre contexte où il y a le système de santé est vraiment une pyramide. Et souvent, le diagnostic, on a tendance
à se dire que le diagnostic, il est bien fait au niveau, aller voir le niveau primaire, les médecins généralistes, les assistants sanitaires voient déjà les patients. Parfois, ils savent déjà que c'est une épilepsie. Donc, raison pour laquelle mettre déjà les algorithmes dès ce premier niveau pour dire qu'ensuite le niveau périphérique vient pour est-ce que j'oriente ou pas, le niveau TACA vient s'ajuster et même aller plus loin pour la recherche étiologique. Je veux dire que tous ces outils, en fait, sont complémentaires. Oui, ils peuvent nous aider à avoir un bon diagnostic, mais on n'est toujours pas à l'abri des erreurs. Ça arrive, il y en aura toujours. Ok. Ben justement, on embraye sur la question d'Adama Amadou qui parle de faire le diagnostic différentiel avec ses vidéos. Je crois que vous étiez déjà un peu dans cette réponse-là. Il demandait, filmer peut faire le diagnostic différentiel des crises? Effectivement, filmer peut faire le diagnostic différentiel des crises. Il est arrivé, et je suis sûr que même dans sa pratique, vous avez eu à remarquer que la famille vous dit que un patient présente des crises à répétition. Et vous le voyez en consultation, on vous dit que la fréquence des crises n'a pas diminué, elle est toujours à 10 ou 15 crises. Vous voyez parfois physiquement la personne, vous vous posez la question pour quelqu'un qui fait 10 crises par jour, il y aurait eu peut-être des troubles cognitifs ou autres, mais vous vous rendez compte que tout va bien. Et parfois, avec votre bon sens, vous posez la question, est-ce que ce sont réellement des crises? Et une fois que vous demandez aux parents de filmer la crise, vous vous rendez compte que ce sont des manifestations dites théâtrales. À ce moment, vous avez fait le diagnostic différentiel avec une crise non épileptique. Et donc, oui, le smartphone va beaucoup nous aider pour pouvoir faire le diagnostic différentiel des crises d'épilepsie. Oui, oui, et par rapport à ça, un petit ajout, faites attention à ces patients qui disent avoir des crises fréquentes et qui ne sont jamais blessés. Les crises, elles vous prennent n'importe où et du coup, généralement, c'est des malades qui ont des blessures un peu partout et il faut faire souvent attention à ces malades qui vous disent faire plusieurs crises et on a rarement des blessures. C'est souvent des crises psychogènes qu'on découvre ainsi. Et donc, j'ai Bellone Sondé qui dit dans quel cas il vous arrive d'utiliser ces EEG portatifs. Alors, les EEG portatifs, actuellement, dans notre contexte, nous les utilisons un peu plus que les EEG standards parce que on n'en a presque plus dans les hôpitaux. Et donc, ils nous permettent de faciliter l'accessibilité à ces EEG. On peut réaliser ces EEG lorsque, par exemple, vous avez un patient qui peut être en réanimation et que le service de réanimation n'a pas d'EEG standard donc fixe, vous pouvez aller avec cet EEG portatif. On peut être, en raison parfois de la distance où vivent certains patients et les centres de santé, l'accessibilité des routes, il est donc plus facile pour le praticien de santé d'aller vers le patient et donc faire cet EEG. On peut aussi également réaliser ces EG en cas de doute et surtout si je reste dans le contexte que nous avons, où l'accessibilité parfois au centre de santé est difficile pour des raisons logistiques, par exemple la route ou autre, mais on vous dit qu'il fait des crises et, au téléphone et on vous dit que ben, ça fait déjà 20 minutes. Pour vous, dans votre tête, vous êtes en état de mal. Donc, vous lui dites, oui, venez à l'hôpital, mais si j'ai en même temps un agent de santé qui peut se déplacer, autant qu'il y aille, il prend le malade et dans le trajet, il peut faire son EG si on a réussi à avoir une ambulance. Il peut faire l'EG comme ça, on sait est-ce Effectivement, qu'on est en état de Roberto. mal ou... Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question de notre ami. Oui, 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 j'ai bien. C'est qu'il y a une pause et je ne savais pas si je devais reparler. OK, donc nous allons continuer avec Roberto Armando qui dit, compte tenu du manque de ressources technologiques pour le diagnostic de l'épilepsie, est-il justifié d'initier un traitement empirique? Alors, pour le diagnostic d'épilepsie, je pense qu'on va continuer à se le répéter. Il est avant tout clinique. Avant tout clinique. Et il se définit, retenons la définition la plus simple. D'abord, c'est la récurrence d'au moins deux crises espacées d'au moins 24 heures. C'est-à-dire que si vous êtes sûr qu'il s'agit d'une crise, c'est-à-dire événement paroxystique, début, fin, brutal, de durée brève,
stéréotypé, ça veut dire que c'est la même chose. Vous dites, nous sommes pour le sens des algorithmes. Est-ce qu'il y a eu Est-ce qu'il y a eu récurrence? Oui, s'il y a eu récurrence, c'est que nous sommes devant une épilepsie. À ce moment, on peut se permettre de mettre un traitement antiépileptique. Il n'est pas dit empirique, mais en réalité, si vous avez déjà traité une crise, maintenant, ça sera fonction de la description de votre crise. Si elle est focale ou généralisée, il faudra choisir la molécule à administrer. Par la suite, si on est en face d'un médecin généraliste, une fois qu'il a posé le diagnostic d'une épilepsie, il doit référer auprès d'un spécialiste qui va réajuster le traitement si nécessaire, aller plus loin pour rechercher le syndrome épileptique, l'étiologie associée. Et voilà comment doit se faire cette continuité. Merci aussi pour cette réponse. Et donc, Edgar Manza revient en disant, existe-t-il un risque de surdiagnostic ou de sous-diagnostic avec les EEG portables simplifiés? Oh oui, il existe vraiment il existe cette marge où on peut avoir des surdiagnostics ou parfois des sous-diagnostics. Parce qu'étant donné que les montages sont réduits, on a moins d'électrodes, on peut passer parfois à côté de certains montages, mais il existe aussi le phénomène d'artefact avec les appareils portatifs. Parce que ça dépend aussi de la centrale, si vous êtes déchargé ou vous êtes branché à un groupe électrogène qui donne beaucoup d'artefacts. Donc, on peut effectivement arriver à un surdiagnostic et parfois même un sous-diagnostic. Ça peut arriver. OK. Donc là, je ne vois plus de questions dans le chat. Je vais peut-être faire un résumé. S'il y a encore une, deux questions avant qu'on ne clôture cette session. Nous avons dit que le diagnostic de l'épilepsie il y a un problème de diagnostic souvent dans nos contrées. Et il y a une contrainte souvent structurelle. La limite dans le diagnostic et même le diagnostic clinique et même le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de neurologues dans nos structures hospitalières, dans nos contrées, et que vous nous avez présenté un cas d'un enfant de 9 ans dans une région urbaine chez qui le diagnostic a facilement été posé avec l'histoire de la maladie, la présentation clinique et surtout le smartphone avec lequel on a pris une vidéo de sa crise et on a pu faire le diagnostic avec. Nous savons que pour le diagnostic habituel, c'est souvent l'électroencéphalogramme standard, longue durée, vidéo EEG dans les hôpitaux, qui peut être couplé à une imagerie, notamment une IRM, mais que l'accès limité à ces bilans-là rend difficile souvent le diagnostic, surtout dans les contrées reculées en Afrique. Et que pour faire le diagnostic, on peut être amené à utiliser d'autres nouveaux outils, notamment les smartphones. Il faudrait que les patients, que les gardes malades prennent sur eux de pouvoir filmer ces malades quand ils ont des crises, faire fi de la panique, filmer les membres et le visage du patient au début de la crise et pendant toute la crise et quelques minutes après la crise. Il faut pour cela savoir que la sensibilité d'un vidéo phone, les vidéos prises avec un téléphone et de l'histoire approche la sensibilité de 95%. Savoir que on peut également faire des EEG portables, on peut faire de la télémédecine, mais ce n'est pas souvent dans des centres spécialisés, c'est souvent dans des régions un peu reculées et c'est souvent des examens qui sont un peu limités parce qu'on utilise moins d'électrodes. Et donc, le professeur nous a proposé un algorithme de diagnostic qui permettrait d'identifier la crise, de caractériser la crise et enfin de décider du traitement ou pas. Mais de savoir que ce qui compte le plus dans cette pathologie, c'est la qualité de l'interrogatoire et également les vidéos que vous pourriez faire chez vos patients. Donc, je vérifie sur le chat s'il n'y a pas d'autres questions. Je vais demander au professeur s'il a un dernier mot pour la fin. Bah, le principal message qu'on peut donner pour la fin, c'est le même qu'on répète tous les jours, c'est continuons à sensibiliser, mais pour les praticiens de santé, utilisons toutes les méthodes possibles à portée de main pour pouvoir avoir la meilleure description sémiologique possible, pour essayer d'avoir le meilleur diagnostic. Et c'est le principal message que j'aimerais faire passer. Nous continuerons jamais d'insister dessus. Merci beaucoup, Mélanie.
Ok, donc, je vérifie encore sur le chat, il n'y a pas d'autres questions. Sur ce mot de la fin, nous allons dire merci déjà aux membres de l'ILAE, à Jessica qui est connectée avec nous. Thank you for your presence, Jessica. Thank you for all the people who are there. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés pendant cette heure d'échange. C'était très intéressant, professeur Diatewa. On a vraiment apprécié. Vous avez vu le nombre de questions. On a répondu à toutes nos questions. Savoir que vous pourrez recevoir vos certificats via le lien que vous allez recevoir. Ceux qui se sont inscrits recevront ce lien par email. Et donc, très bientôt, après avoir répondu à des questions, vous recevrez donc votre certificat très bientôt. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous vous remercions. Professeur Diatewa, à très bientôt. Et Jessica, merci encore. À très bientôt. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée.